vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans votre magazine socio-politique qui reçoit aujourd'hui une personnalité politique de la République démocratique du Congo que vous avez déjà suivi dans cette émission. Noël Tchani Modianvita, il revient encore aujourd'hui pour nous entretenir, pour nous dire des vérités en ce qui concerne des sujets économico-financiers en République démocratique du Congo. Bonsoir et soyez les bienvenus. Bonsoir, merci de me recevoir ici. Alors Noël Tchani Modianvita, est-ce que vous acceptez de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Mais bien sûr que oui. Alors, je voudrais qu'on commence par ces sujets qui défraient la chronique. La loi des finances exercice 2020, on appelle budget de l'État, exercice 2020 pour nous qui ne maîtrisons pas très bien l'économie. On s'attendait à un budget, en tout cas, de plus ou moins 15 milliards de dollars, quand on tient compte des promesses faites par l'actuel président de la République quand il était en campagne électorale. Il a promis un budget de 86 milliards en 5 ans. Mais on nous présente un budget de 7 milliards. Beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que c'est un budget réaliste? Le président étant venu au pouvoir, il a rencontré des réalités qu'il ne connaissait pas en étant à l'opposition. Ou est-ce que c'est un budget qui n'aidera pas le pays à se relever? Quel est votre point de vue d'économiste? Oui, j'ai suivi avec intérêt le compte-rendu du Conseil des ministres qui a présenté au peuple congolais un projet de budget 2020 qui s'élève donc à 7 milliards de dollars. Franchement, j'étais surpris. J'étais très surpris. Pourquoi? Parce que je pense que ce pays a beaucoup de défis de développement à relever. Et pour arriver à relever, faire face à ces défis, il nous faut non seulement avoir la parole, mais également concilier la parole donc aux actes. Il nous faut avoir des ressources pour faire face à ces défis-là. Moi qui vous parle, j'avais présenté au peuple congolais un plan Marshall pour la reconstruction de la RDC, chiffré à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Et j'avais dit dans le cadre de ce plan-là que les premières 5 années vont être extrêmement difficiles parce que pendant cette période, il nous faudra engager des réformes structurelles importantes pour améliorer la gouvernance et créer des conditions pour une mobilisation beaucoup plus accrue des ressources dans les années après les 5 premières années. Et j'avais estimé que nous pouvions fonctionner pendant les 5 premières années avec un budget annuel chiffré à 20 milliards de dollars. Donc par an, 20 milliards de dollars. Je considère que ce budget est tout à fait possible, le budget de 20 milliards de dollars par an. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que l'ancien conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, a dit à plusieurs reprises que chaque année, la RDC perd de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale et détournement de fonds publics. Et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki avait conduit ici en 2013 une mission du panel des experts africains qui avait estimé que 85% des revenus des ressources naturelles de la RDC ne vont pas dans les caisses de l'État, ça va dans les poches des privés, volés, ou les cache donc à Panama, dans les îles Vierges britanniques et consorts. J'avais estimé que nous pouvions mener une lutte acharnée contre la corruption, les détournements des fonds publics, les rétrocommissions, la prédation des ressources naturelles, la fraude fiscale, la fraude douanière, on pouvait lutter sérieusement contre ces fléaux, ces antivaleurs, pour mobiliser beaucoup plus de ressources. Donc, déjà dans le passé, sous le régime de Matata Ponyo et de M. Muzito, ils avaient atteint un niveau de budget d'environ 9 milliards de dollars un moment. Je pense qu'on pouvait construire à partir de là, en menant la lutte contre la corruption et tous les fléaux que je vais donc de mentionner, pour mobiliser plus de ressources additionnées, ajouter à ces 9 milliards pour atteindre au moins un niveau de 20 milliards de dollars par an comme budget pour l'année prochaine. Donc je considère que ce qui nous a été présenté est très insuffisant et je voudrais inviter le gouvernement à faire un peu plus d'efforts pour arriver à identifier ces sources additionnelles donc des revenus pour élever le niveau du budget donc à ce niveau-là. Mais quand vous considérez l'état dans lequel le président Félix Tshisekedi a trouvé le pays, je parle de l'état sur le plan économique, sur le plan financier, vous pensez, en étant réaliste, il pouvait présenter un budget de plus de 7 milliards avec
toute la corruption qui gangrène les pays, vous l'avez dit. Il dit même mener une lutte acharnée contre la corruption, mais il vient à peine d'arriver, il n'a pas encore une année à la tête du pays. Oui, je voudrais dire que le président Félix-Antoine Tshisekedi a trouvé le pays dans un état d'ingouvernabilité totale, contrairement à ce que disent ses amis du Front commun. Je dis pourquoi, parce que, vous savez, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, toutes les entreprises publiques sont littéralement en faillite. Il y a des arriérés de salaires un peu partout, à la SNCC, à la GECAMINE, à l'ONATRA, à la MIBA, partout. Il y a des arriérés de salaires qui vont jusqu'à 2-3 années d'un pays. Donc, il faut qu'on arrive à faire l'inventaire de tout ça pour déterminer exactement la situation financière donc, du pays. Alors, maintenant, est-ce qu'il peut mener une lutte acharnée pour arriver à mobiliser les recettes? Moi, je pense oui. C'est pour cela que je voudrais inviter le président de la République à faire un peu plus vite, à mettre en place une nouvelle équipe de personnes. Au-delà des membres du gouvernement, il faut changer tout le monde dans les régies financières. Il faut changer les gens au niveau de la justice. Il faut changer tout le monde dans toutes les institutions où le président donc, a un pouvoir de nomination. Il faudrait mettre en place une nouvelle équipe de personnes propres, intègres, des gens qui peuvent travailler avec lui et pas des gens qui peuvent lui faire des crocs en jambes pour prouver qu'il n'est pas capable de gérer le pays. Donc je pense que c'est possible d'augmenter le budget de 7 milliards de dollars à 20 milliards de dollars, mais il va falloir que le président puisse prendre le taureau par les cornes pour arriver à bouger le pays donc, dans le sens souhaité par le peuple congolais. Vous avez été vous-même candidat président de la République lors des dernières élections. Vous l'avez dit, vous avez présenté un plan, vous l'avez appelé plan Marshall pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Vous avez fait une proposition de budget très grand montant, mais vous savez aussi que vous, les acteurs politiques, il y a toujours un gap entre les promesses que vous faites pendant la campagne et ce que vous réalisez quand vous avez le pouvoir. Est-ce que le président de la République ne fait pas face à cela? Il a fait de promesses, il prend le pouvoir, il rencontre autre chose et il est obligé de présenter ce budget. Moi, je pense que le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC que j'avais présenté au peuple congolais, il est toujours d'actualité et il sera toujours d'actualité. Et je suis convaincu que les 800 milliards de dollars que j'ai estimé que nous pouvons mobiliser pour arriver à mettre en œuvre notre vision de développement pendant les 15 prochaines années sont tout à fait possibles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là peut-être que le président doit accélérer certaines actions qu'il doit mettre en œuvre. Moi, je vous ai dit que nous pouvons mobiliser cet argent-là en faisant une lutte acharnée contre la corruption. C'est-à-dire, je n'ai aucune tolérance pour les détournements des fonds publics, la corruption, la prédation des ressources naturelles. Si le président veut réussir, il doit mener une lutte acharnée contre ces antivaleurs-là. C'est-à-dire, pas être copain avec quelqu'un qui met les mains dans les caisses de l'État. Il faut le traduire devant la barre une fois qu'il est accusé. Il faut l'amener devant la justice. Il est condamné, on le met en prison, on récupère tout ce qu'il avait donc volé. Si le président arrive à le faire avec une personne, une deuxième, une troisième personne, je vous assure que le budget de l'État va augmenter considérablement pour atteindre la vitesse de croisière que nous voulons, pour pouvoir réunir toutes les ressources dont on a besoin pour mettre en œuvre notre vision de développement. Alors, je voudrais aussi que le peuple congolais comprenne que nous ne sommes pas le seul pays de la planète. Il y a des pays qui ont fait ces choses-là. Le Nigeria, par exemple, lorsque le président actuel s'appelle comment Buhari. Le président Buhari, il a mis en place une commission de lutte contre la corruption. Et vous savez combien on mobilise chaque année de la lutte contre la corruption? Environ 15 milliards de dollars. Donc si le Nigeria se trouve dans la même situation que le Congo, les gens sont aussi corrompus comme en République démocratique du Congo. Si on arrive à faire la même chose en République démocratique du Congo et qu'on est sérieux dans la lutte contre la corruption et qu'on fait respecter les lois de la République comme il se doit et qu'on utilise les prisons pour pouvoir encercler tous ceux qui sont donc trouvés coupables de corruption ou de détournement des fonds publics, je vous assure qu'après simplement un effet de démonstration d'une personne ou deux, tout le monde va se mettre au garde-vous et l'argent va entrer dans la caisse de l'État. Donc j'invite le chef de l'État à pouvoir prendre cette question-là avec beaucoup de sérieux pour que nous puissions nous mettre au travail et mobiliser les ressources pour développer le pays. Vous dites lutter sérieusement contre la corruption, mais le président dit qu'il lutte sérieusement contre la corruption. Vous ne croyez pas encore à cela? Est-ce que vous avez l'impression que le discours que le président tient par rapport à la lutte contre la corruption, c'est pas ce qui est vécu sur le terrain? Les Congolais veulent voir des actes concrets. C'est-à-dire, quand on lutte contre la corruption dans un pays où on estime que nous sommes l'un des pays les plus corrompus de la planète d'après Transparency International. On devait avoir des gens accusés tous les jours, amenés au tribunal, jugés, condamnés,
pour que nous puissions voir qu'il y a une lutte sérieuse contre la corruption. Je voudrais demander au chef de l'État, par exemple, de recevoir le Zolo Gambi et de prendre de lui tous les dossiers qu'il avait déjà accumulés sur les enquêtes qu'il avait menées. Parce que c'est lui qui nous a dit que chaque année, la RDC perd de 10 à 15 milliards de dollars. C'est qu'il a identifié les corrompus, il a identifié les corrupteurs. Qu'on prenne ces dossiers-là et qu'on amène ces personnes au tribunal, qu'on les juge en direct à la télévision et qu'on les mette à Makala. Après simplement une personne ou deux, je vous assure qu'il y aura beaucoup d'argent qui pourra entrer dans les caisses de l'État. Je voudrais aussi que le chef de l'État puisse regarder les régies financières. Ce qui se passe dans les régies financières est connu de tout le monde. Ces régies sont littéralement privatisées. Il faudrait qu'on puisse opérer des changements qu'il faut au niveau des personnes, qu'on amène donc une nouvelle culture avec de nouvelles orientations. Et je pense que si on arrive à faire cela, on pourra mobiliser suffisamment d'argent. Dans les régies financières, toujours, je me demande, est-ce que ça vaut la peine d'avoir plusieurs régies financières dans notre pays? Il faudrait peut-être envisager d'unifier la DGDA, la DGI, toutes les régies financières, les mettre ensemble et qu'elles soient gérées de façon très transparente. Je pense que si on arrive à adopter ces mécanismes-là, on pourra mobiliser plus d'argent que ce que nous avons aujourd'hui. Lutte contre la corruption, il y a cette affaire qui défraie la chronique jusqu'à présent, l'affaire 15 millions de dollars qu'on ne voit plus, qui aurait été détournée selon certaines personnes. Le président de la République s'est prononcé sur cette affaire qui implique son directeur de cabinet. Il dit qu'il voit pas encore, il n'a pas encore d'éléments qui montrent l'inconduite de son directeur de cabinet, que cet argent n'a pas été détourné, mais plutôt, le président parlait des rétrocommissions. Il dit qu'il combat aussi les rétrocommissions, mais les gens ont eu l'impression que le président cherchait un peu à couvrir son directeur de cabinet. Mais je voudrais obtenir de vous votre point de vue. Vous avez travaillé dans des institutions de Bretton Woods, vous avez travaillé dans des institutions financières internationales. Ces mots de rétrocommission, vous avez déjà eu à faire face à cela? C'est pas la première fois que vous entendez parler de ça, vous avez déjà entendu parler de ça. Dites-nous un peu ce que c'est. Oui, j'ai suivi avec intérêt la déclaration du président de la République. Je pense que les gens n'ont pas très bien compris ce que le président voulait dire. Moi, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin, parce que parfois les gens ont tendance à entendre une phrase et ne pas suivre le reste. Ce que le président a dit en réalité, il a dit que ce dossier se trouve dans les mains de la justice. Il faut attendre les conclusions de l'enquête que mène la justice et lui, il va s'exécuter en fonction de cela. Si on trouve qu'il y a eu quelque chose de pas très catholique qui a été fait, il faudra punir donc les personnes impliquées. Je crois que c'est ça que le président donc a voulu dire. Vous savez, quand on est président de la République et qu'on travaille avec des gens, il faut savoir gérer le langage aussi. Et je crois qu'il a utilisé peut-être un langage que les gens n'ont pas compris comme il se doit. Donc moi, personnellement, je pense que c'est une question très sérieuse. Il y a eu des allégations très graves et il faudrait que la justice qui a été saisie par l'inspection générale des finances fasse son travail et nous présente publiquement les conclusions de cette enquête-là. Et en fonction de cela, je crois que le président sera mis devant, pas un fait accompli, mais il sera mis en position d'utiliser des éléments concrets pour punir ou pour laver tout le monde, mais en utilisant donc des éléments qui seront présentés par la justice. Pour cela, il faut que la justice soit indépendante et je pense qu'elle est aujourd'hui, donc dans ce cas précis, il faut qu'elle fasse son travail et le peuple congolais a intérêt à savoir. Parce que si on arrive à trouver que les 15 millions de dollars ont été détournés, il faudrait qu'il y ait des sanctions exemplaires. Et si on n'arrive pas à appliquer des sanctions dans ce cas ici, je pense que la bataille pour la bonne gouvernance sera terminée. Rétrocommission. La Banque mondiale qui finance des grands projets au travers du monde, est-ce que vous avez déjà eu à faire face à cela? Certains de vos collègues, on voudrait savoir un peu, est-ce que jusqu'à ce niveau-là, on a également parlé de ces rétrocommissions, quand vous financez des projets comme ça, il y a de l'argent qui sort, et puis il y a un retour. Je voudrais que les gens sachent que Noël Tchang, que vous voyez, n'a jamais été impliqué dans un cas de corruption. Je n'ai jamais été corrompu et je n'ai jamais été impliqué donc, dans un cas de rétrocommission et consorts. Si, ce que j'ai compris très bien, c'est un vocabulaire que je venais de découvrir en République démocratique du Congo. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il s'agit de quelqu'un qui représente l'État. En discutant avec l'État, il s'entend que l'État va payer un certain montant et que sur ce montant, il y aura un certain pourcentage qui lui sera reversé. À mon avis, c'est très clair, c'est un détournement de fonds publics. Quand on négocie au nom de l'État,
et qu'on vous reverse, vous qui avez représenté donc l'État, il y a conflit d'intérêts. Cet argent, au lieu que ça vienne dans vos caisses personnelles, dans votre compte personnel, doit aller au trésor public. C'est ça ma compréhension. Et j'espère que c'est ça que la justice congolaise va trouver et conclure. Et si on arrive à conclure de cette façon-là, il faudrait qu'il y ait des sanctions exemplaires. Mais il ne faut pas personnaliser les débats. Il faut laisser la justice faire son travail, conclure, et qu'on utilise ce cas-là comme un moyen de pouvoir éduquer toute la population, parce que tout le monde a besoin de savoir que le Congo a tourné la page de la mauvaise gouvernance à la bonne gouvernance, des corruptions, des rétrocommissions à une gouvernance donc très transparente qui pourrait permettre à l'État de mobiliser des ressources publiques pour financer le développement. Parlant du budget de l'État, il y a une autre question qui s'invite, c'est celle liée à la gratuité de l'enseignement des bases. Les experts ont affirmé qu'il faut au moins, en tout cas plus de 2 milliards de dollars ou près de 3 milliards de dollars l'an pour financer cette gratuité de l'enseignement des bases. On a un budget de 7 milliards. Comment voyez-vous l'issue de cette affaire? Il y a déjà des grèves un peu partout. Est-ce que cette gratuité va vraiment être effective? Le président de la République devait faire une sorte de rétropédalage. Est-ce qu'il doit revenir sur la décision qu'il avait prise de faire respecter cette disposition constitutionnelle, parce qu'apparemment, ça ne marche pas très bien? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais présenté au peuple congolais le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction du développement de la RDC. Dans ce plan, dans le programme qui porte sur le développement des ressources humaines, où il fallait investir dans l'éducation et la santé, j'avais justement proposé la gratuité de l'enseignement. Mais la gratuité de l'enseignement, pas simplement limitée au primaire, mais j'ai ajouté le secondaire et même donné des bourses d'études au niveau universitaire. Et c'est pour cela que j'avais estimé que pour faire ces choses-là, non seulement ce programme, mais d'autres programmes du plan Marshall, il fallait mobiliser beaucoup de ressources. C'est pour ça que j'avais estimé que 800 milliards de dollars sur 15 ans seraient des ressources suffisantes pour arriver à mettre en œuvre toute notre vision de développement. Maintenant, il faudrait dire que le président a commencé par la gratuité de l'enseignement au niveau du secondaire. Ça prendra beaucoup de ressources. Il faut bien évaluer cela. Les estimations qui ont été faites par beaucoup d'experts mettent la gratuité de l'enseignement au niveau du primaire simplement à environ 3 milliards de dollars, entre 2 et 3 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Quand on a un budget de 7 milliards de dollars, je ne vois pas comment les 3 milliards de dollars de la gratuité de l'enseignement pourraient venir donc du budget. Le président a peut-être des informations que moi je n'ai pas. Mais basé sur le budget que nous avons aujourd'hui, je crois qu'il va être extrêmement difficile de pouvoir réaliser cela. Mais encore une fois de plus, le président a beaucoup de contacts, beaucoup d'informations que moi je n'ai pas. Je ne sais pas ce qu'on lui a promis. S'il ne peut pas mobiliser cet argent de la part de quelqu'un d'autre, en dehors donc des ressources intérieures congolaises contenues dans le budget tel que présenté par le gouvernement, il sera extrêmement difficile de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement sans pouvoir affecter négativement la qualité de l'enseignement lui-même. Parce qu'on n'a pas besoin donc d'avoir des classes pleines d'enfants qui sont venus simplement parce que c'est gratuit, mais à la fin de la journée, un professeur ou un enseignant va se retrouver avec 150, 200 élèves dans une classe. Ce sera impossible de donner donc un enseignement de qualité. Donc d'un côté, il faut penser à non seulement éviter aux parents de payer les frais de participation des parents comme ça se passait donc dans le temps. Il faudra donc penser à entretenir donc les classes et les écoles pour qu'elles soient dans de bonnes conditions de dispenser l'enseignement. Mais au-delà de cela aussi, il faut augmenter les salaires des enseignants. Parce que si vous avez des enseignants qui touchaient des rémunérations basées sur les contributions des parents et qu'aujourd'hui, ces contributions des parents n'existent plus, il faut que l'État puisse prendre la relève. Il faut augmenter les salaires donc des enseignants. C'est pour ça que dans le cas du plan Marshall, encore une fois de plus, j'avais proposé un salaire minimum garanti pour tout le monde qui travaille dans l'enseignement, dans l'éducation, dans la santé, dans la fonction publique, d'au moins 1 000 $ par mois. Parce que j'ai pensé que 1 000 $ par mois serait suffisant pour permettre à tout un chacun qui travaille de pouvoir utiliser son salaire et de vivre correctement. Donc, en attendant qu'on arrive à cette vitesse de croisière-là, je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse 2 fois si la gratuité telle qu'annoncée va répondre donc à ce que nous voulons réaliser ou bien pourrait avoir ce que j'appelle donc un effet de boomerang. Moi, j'avais proposé que cette gratuité soit étalée dans le temps. C'est pour ça que je parle de 15 ans. Parce que je pense qu'il y a des réformes structurelles importantes qu'il faut faire qu'on ne peut pas réaliser donc en un seul coup. Il faut les programmer dans le temps parce que la gratuité doit être combinée avec d'autres activités pour qu'on arrive à améliorer l'éducation. Par exemple,
Il faut non seulement bien payer les enseignants, il faut non seulement donner des bourses d'études, il faut réhabiliter les écoles publiques. Les réhabiliter pour qu'elles puissent donner aux enfants un bon cadre pour pouvoir donc étudier. Mais il faut construire aussi des nouvelles écoles en nombre suffisant pour permettre à tout un chacun, à tout enfant, d'avoir une école pas trop loin donc de sa maison. Donc toutes ces choses-là, ça prendra du temps, il faut les programmer dans le temps. Et c'est pour ça, encore une fois de plus, j'invite tout le monde à être réaliste. Le plan Marshall est allé sur 15 ans. C'est la véritable solution au problème que nous avons. Si nous faisons des choses de façon précipitée, nous allons nous casser la tête. Justement, dites-nous un peu, est-ce qu'il est possible pour, par exemple, la Banque mondiale de financer quelque chose qui n'est pas, qui ne se trouve pas, qui n'est pas prise en charge dans le budget de l'État? Parlons de cette gratuité, parce que ça prend pratiquement la moitié du budget que nous avons maintenant. Si cela n'est pas repris dans le budget, est-ce qu'une institution peut financer un tel projet? Je ne veux pas parler d'une institution particulière, mais je voudrais dire que d'une façon générale, avant de pouvoir se lancer dans ces choses-là, je souhaiterais que le pays, la République démocratique du Congo, notre pays, ait ce que j'appelle sa vision de développement. Une vision de développement bien chiffrée, étalée dans le temps, chronométrée, avec des actions bien précises. Une fois que nous avons cette vision-là, moi, j'ai proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est cette vision de développement, avec 15 programmes, étalés dans le temps, sur 15 ans, chiffrés à combien? À 800 milliards de dollars. Maintenant, nous pouvons déterminer, nous, en tant que Congolais, à l'interne, nous pouvons mobiliser combien d'argent? À l'interne, j'avais estimé que sur les 800 milliards de dollars, nous pouvons mobiliser 680 milliards de dollars. En moyenne, un budget qui avoisinerait 45 milliards de dollars par an. 45 multiplié par 15, on trouve donc 680 milliards. Maintenant, le reste, on doit se poser la question de savoir qui peut nous accompagner. C'est là que nous pouvons faire appel aux bailleurs de fonds extérieurs, ou bilatéraux ou multilatéraux. Mais si nous inversons les choses et que nous allons nous livrer à ces institutions-là avec pieds liés, mains liées, tête, yeux bandés, je pense que c'est une erreur énorme. Donc, avant de faire ces choses, j'invite encore la République démocratique du Congo à retourner à ce que j'appelle donc la case de départ. Qu'on ait d'abord notre vision, qu'on s'entende à l'interne. Prenez par exemple le plan Marshall. Je voudrais demander que ce plan soit présenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour que tout le monde puisse en discuter. Une fois que nous avons discuté et que nous avons adopté donc ce plan, et avec des chiffres bien spécifiques, nous allons maintenant déterminer, avec cette vision de développement de notre pays, déterminer comment arriver à le mettre en œuvre, mais également comment mobiliser des ressources pour arriver à réaliser. Mais faire des choses, ce que j'appelle en anglais piecemeal, c'est-à-dire petit à petit par petite portion, je pense que c'est une grosse erreur. Pourquoi Noël Tchani Modian Vita revient souvent sur son plan Marshall? Ils disent, mais les élections, c'est déjà fini. C'était un plan présenté lors des élections. Pourquoi vous y revenez toujours? Avez-vous mal digéré votre défaite lors des élections? Pourquoi non, pas du tout. Je voudrais rappeler aux gens quelque chose. C'est que le plan Marshall, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé simplement pour les élections. Je vous invite tous à aller sur Google. Mettez plan Marshall, Noël Tchani, Jeune Afrique. Vous allez voir que le premier article que j'ai publié sur ce plan, je l'ai publié en 2003, en 2004. Et je n'ai pas abandonné depuis 2003-2004. Vous savez, un prophète est souvent mal compris ou bien on le comprend en retard. Je suis convaincu que ce plan constitue la vision de développement qu'il faut pour développer la République démocratique du Congo. Sortir du statut de pays sous-développé, devenir pays émergent à l'espace de 15 ans. Et je peux dire, sur les 92 700 000 Congolais que nous sommes, je suis peut-être l'une des rares personnes à avoir vécu le développement, accompagné plusieurs pays dans le développement. J'ai travaillé sur 85 pays, donc je connais peut-être mieux que beaucoup de personnes qui parlent du développement, mais qui ne savent pas exactement comment il faut l'organiser. Parce que j'ai cet avantage-là, j'ai préparé ce plan, je vais continuer à en faire la promotion jusqu'à ce qu'il soit adopté, il soit mis en œuvre au niveau de la République démocratique du Congo pour aider mon pays, pour aider donc mon peuple. Donc ça n'a rien à voir avec les élections. Les élections, c'était un temps de passage. Mais je vais continuer à promouvoir ce plan. Je m'en vais parler dans des écoles, je fais des meetings à petits groupes, jusqu'à ce que tout le peuple congolais va réaliser que c'est ça la vision qu'il nous faut pour arriver à développer notre pays. Est-ce qu'on peut appliquer votre plan Marshall sans vous? Mais si les gens comprennent ce qu'il faut faire, sans moi, oui. Mais je pense que c'est toujours mieux d'avoir le professeur qui a écrit le livre, enseigner les enseignants, les élèves,
plutôt que de prendre quelqu'un qui ne connaît pas donc le plan, lui donner donc un livre, il comprendra peut-être 10% de ce que l'auteur principal avait. Vous savez, dans mon plan, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que sur chaque mot que vous allez voir, il y a 10 000 mots qui ne paraissent pas dans le livre. Dans tout ce que je fais là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le plan, mais qui font partie de ce que j'appelle une expérience vécue personnellement. Et ça manquerait à toute personne qui prendrait le plan, qui tenterait donc de le mettre en œuvre. Mais s'ils peuvent le faire, ce serait très bien dans les traits du peuple congolais et de mon pays aussi. Mais on a actuellement un gouvernement qui a été nommé. Avant peut-être la publication de ce gouvernement, il y a certaines personnes qui s'attendaient à vous voir au sein de ce gouvernement, avoir un poste assez important, peut-être pour vous permettre d'aider les présidents à appliquer votre plan Marshall, mais on ne vous voit pas. Quel poste aujourd'hui Félix Tshisekedi peut donner à Noël Tchani pour que celui-ci apporte sa pierre dans la reconstruction de la République démocratique du Congo et ainsi aider le pays à avancer? Vous savez, partout où je passe, la même question revient. Les gens m'accostent en cours de route et disent « Mais on attendait à ce que vous soyez membre du gouvernement. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas là ?» Je voudrais vous dire une chose, c'est que il n'y a que deux personnes qui interfèrent dans la formation du gouvernement. Il y a le Premier ministre et il y a le Président de la République. Ces deux-là, ils déterminent des critères, ils choisissent les gens. J'ai compris que ce gouvernement devait être constitué exclusivement des gens qui font partie du FCC ou du CACH. Je ne fais pas partie de ces deux groupes-là. Donc, ce n'était pas possible que je puisse faire partie du gouvernement. Mais moi, je ne suis pas déçu. Moi, tout ce que je veux, parce que je souhaite bonne chance à ce président de la République pour qu'il réussisse. Je pense qu'ils ont choisi les meilleures personnes que la République démocratique du Congo donc, a à offrir. S'ils ont choisi ces personnes, ils vont nous délivrer donc le meilleur travail pour le pays et nous serons tous heureux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à mettre en œuvre? Le président de la République est tout à fait souverain. Il peut faire appel à n'importe quel Congolais à tous les niveaux que cela exige pour pouvoir l'aider à mettre en œuvre sa vision à lui pour le développement donc, du pays. Il y a beaucoup d'endroits où on peut utiliser les Congolais, y inclut Noël Tchani. Si le président de la République estime que cela donc, est le cas, il me fera appel, il connaît mon numéro, je pense par cœur. Et s'il ne m'appelle pas, écoutez, nous sommes toujours en République démocratique du Congo et nous allons contribuer d'une façon ou d'une autre au développement de notre pays, même en étant en dehors du gouvernement ou des institutions publiques. Est-il vrai que vous êtes en train de voir la Banque centrale du Congo? Beaucoup de gens racontent beaucoup de trucs, mais moi je ne peux pas commenter donc là-dessus. Je ne vois rien personnellement, mais encore une fois de plus, ces choses-là, c'est le chef de l'État qui décide. On se souvient des propositions que vous aviez faites en son temps, M. Laurent Désiré Kabila, par rapport à la Banque centrale, par rapport à la fondation même de la monnaie actuelle du franc congolais. On dit que c'est quelque chose que vous aimez, vous voudriez bien diriger cette institution. Vous savez, j'ai étudié l'économie et les finances. Ma spécialité, c'est l'économie, mais option banque et finance. Je suis spécialiste de ce secteur-là. Vous parlez du franc congolais, j'étais l'un des concepteurs, je suis l'un des pères fondateurs du franc congolais. Je suis malheureux de voir que le bébé qu'on avait conçu s'est cassé la tête parce que ça a été mal géré. Maintenant, j'ai même publié beaucoup de livres là-dessus. J'ai publié le livre qui s'intitule « La bataille pour une monnaie nationale crédible » où je pense proposer des idées pour faire du franc congolais une monnaie aussi bonne que le dollar et l'euro, une monnaie qui se respecte, qui conserve de la valeur. J'ai publié le livre qu'on appelle « Building Credible Central Bank », comment bâtir la crédibilité des banques centrales. Donc, c'est un livre qui doit être utilisé pour restructurer la Banque centrale du Congo ou tout le système financier congolais. J'ai publié un autre livre qui s'intitule « Vision pour une monnaie forte ». Donc, mon obsession, s'il y en a, c'est dans ce secteur-là. Maintenant, ce sont des livres qui sont publiés. Les idées sont disponibles donc à tous les Congolais. Tous ceux qui peuvent s'y référer, ils peuvent donc prendre ces idées et les mettre en œuvre. J'ai rencontré tout récemment un directeur de la Banque centrale qui m'a dit « Ah, c'est vous qui avez écrit le livre « La bataille pour une monnaie nationale crédible ». Il m'a dit « Vous savez, dans notre institution, tout le monde a ça, mais tout le monde cache ça dans les tiroirs. Je ne sais pas pourquoi on le cache dans les tiroirs. Je les invite à sortir le livre, à l'étudier, à mettre en œuvre les recommandations que j'ai faites. S'ils peuvent réussir, tant mieux. S'ils ne peuvent pas réussir et qu'on nous demande de pouvoir participer à cela, on le fera avec plaisir. » Justement, parlant de la Banque centrale, on a appris le lancement des bons de trésor. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai suivi avec intérêt le compte rendu du Conseil des ministres qui parle du lancement du bon de trésor. Il faut déjà que le public comprenne ce que c'est un bon de trésor. Oui. C'est un emprunt lancé par le gouvernement et auquel les individus ou les entreprises ou les banques pourraient souscrire. C'est-à-dire que c'est l'État congolais qui emprunte de l'argent auprès du public. Le public constitué donc des individus, des entreprises, des banques, ou ainsi de suite.
Alors, la question est de savoir est-ce que les conditions sont réunies pour réussir un tel emprunt obligataire, c'est-à-dire les bons du trésor. Mon analyse est celle-ci. Nous avons un pays... D'abord, il faut savoir pourquoi on lance cet emprunt. On lance cet emprunt parce qu'il y a un déficit d'ici la fin de l'année qui est estimé à peu près 240 millions de dollars. 240 milliards de francs congolais équivalent à peu près à 85 millions de dollars. Et le gouvernement voudrait trouver un moyen de trouver des ressources pour financer cela. 85 millions de dollars, déjà pour un grand pays comme la République démocratique du Congo, je pense que c'est ridicule. Donc, si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir mobiliser 85 millions de dollars, je crois que nous sommes vraiment en difficulté. Je dirais donc à Alain Atundu qui dit souvent que le régime précédent a laissé ce pays dans un état de gouvernabilité totale. Ça, c'est une preuve qu'on nous a laissé un pays dans un état d'ingouvernabilité totale. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut réussir? Ça dépend de comment l'opération est présentée. Je voudrais rappeler à tout le monde que tout récemment, l'agence de notation américaine qu'on appelle Standard & Poor's a diminué la cote attribuée à la République démocratique du Congo à CAA1, c'est-à-dire un pays en situation de cessation des paiements, c'est-à-dire qui ne paye pas ses dettes. Et je voudrais rappeler à tout le monde aussi que nous avons la dette intérieure qui s'est accumulée à 3,5 milliards de dollars. Nous avons aussi la dette extérieure qui s'est accumulée à 4,5 milliards de dollars. Donc, après avoir atteint le point d'achèvement, il n'y a pas longtemps, le Congo a commencé à accumuler des dettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau des réserves d'échange de la Banque centrale de 1,1 milliard de dollars n'est pas suffisant pour permettre au pays de faire face à ses engagements, mais également d'intervenir sur les marchés d'échange lorsque cela est nécessaire. Je voudrais inviter beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence parce que si on lance cette opération et qu'on n'arrive pas à convaincre le public de souscrire, c'est-à-dire que la crédibilité donc, du pays, elle est morte. Et ce sera une catastrophe. Ça pourrait même amener à la démission du gouvernement parce que ce sera la démonstration qu'on n'est pas en mesure de pouvoir juger et de lancer des opérations qui puissent permettre au Congo donc d'aller de l'avant. Donc, je souhaite bonne chance à ceux qui font cette opération, mais je dirais simplement qu'il faut être extrêmement prudent parce que, à mon avis, les conditions ne sont pas réussies pour arriver à... ne sont pas réunies, je veux dire, pour arriver à ce que l'État congolais emprunte de l'argent sur les marchés de façon réussie, comme cela se passe donc à travers donc, le monde. Encore une fois de plus, si on arrive à réussir cette opération, elle sera faite à un coût très élevé. C'est-à-dire que les taux, les coupons qui seront payés sur les bons du Trésor vont être tellement, donc en d'autres termes, le taux d'intérêt va être tellement élevé que ça va pénaliser en quelque sorte donc, le Trésor public parce qu'il faudra payer beaucoup d'intérêts pour inciter les gens à venir. Et si on n'arrive pas à convaincre le public, je crois que la crédibilité du gouvernement va en pâtir. Merci beaucoup, Noël Tchani Modian Vita, d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier une fois de plus, de me recevoir toujours donc à RTGA. Et je suis très heureux de venir ici, de partager avec vous le peu que je connais. Alors, estimez-vous que Noël Tchani Modian Vita a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, faites-le nous savoir. Sinon, faites-le nous savoir également. Nous lui ferons parvenir vos réactions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro.